a aussi des personnes qui pensent que c'est un droit prescriptible, que c'est un crime prescriptible. Et j'ai pourtant le sentiment que, et même la réalité, que ces personnes se trompent. Est-ce qu'il y a une prescription de l'acte génocidaire? Alors, en matière de crimes de ce genre, alors je n'ai pas étudié le sujet, mais à mon avis, dans un contexte aussi ignoble, pas de prescription. Il n'y a pas de C'est prescription. trop ignoble. C'est des crimes de masse. C'est des crimes contre l'humanité, c'est-à-dire on ne reconnaît pas à l'humain sa qualité d'humain. C'est là. Ce n'est pas comme si je partais, je renversais quelqu'un, la personne meurt. Non. On est dans des crimes de masse. On est dans des crimes où on veut faire disparaître tout un peuple, allant jusqu'à parfois à faire avorter les femmes pour que cette ethnie puisse disparaître. Mal les nourrir afin qu'ils ne puissent pas se reproduire. Prendre les enfants, les emmener dans d'autres endroits pour que l'ethnie puisse disparaître. Ce ne sont pas des petits crimes. On n'est pas dans du vol à main armée et puis j'ai pas voulu tirer et puis la balle est partie. Non. On est dans le mépris de l'être humain. Venez, asseyez-vous, nous allons parler comme chaque dimanche. Et vous êtes dans l'émission Le Grand Procès. C'est vous qui venez, c'est vous qui nous posez des questions et nous cherchons ensemble et avec vous des réponses qui à la fois soient pédagogiques, qui vous permettent de maîtriser, d'utiliser le droit dans votre vie de tous les jours, mais aussi pour pouvoir trouver des arguments avec des spécialistes qui vont vous donner la force d'exister, la force de gagner socialement, humainement, politiquement et même familialement. Donc, le grand procès, c'est examiner ensemble, comme on dit chez les Congolais, dans les mots qui sont en train de nous poser des questions et aussi d'avoir des réponses. Aujourd'hui, Madame, Monsieur, nous allons recevoir une grande intellectuelle, mais qui est très méconnue, et très méconnue à la fois de son pays d'origine, le Congo, mais aussi internationalement. Et nous l'avons accompagnée pour qu'elle publie son premier livre, qui fait sensation actuellement, et qui est également auteur d'autres livres, et je crois à venir comme un puissant. Et cette invitée qui est avocate, qui est docteur en droit international public, qui est avocate à Perpignan, s'appelle Massamba Méline. Bonjour. Bonjour, mon frère, bonjour Dominique. Comment allez-vous? Ça va, grâce à Dieu, je vais bien. Prenez la grâce de Dieu et j'ai oublié de dire que vous êtes aussi pasteur. Oui. Voilà. Et théologien. Donc théologienne. Alors, si je vous dis Zakala Astrologa, qu'est-ce que cela signifie? Si tu dis Zakala Astrologa. Zakala Tassolola, Oui. ben, on va discuter. Toi là, on va discuter quelque chose, je crois. Oui, asseyez-toi, asseyez-vous. Là, on va discuter. Voilà. Maintenant, nous allons discuter. Est-ce que vous acceptez que nous discutions ensemble? Docteur, alors,
si je vous parle du Congo, euh, je parle de votre père, qu'est-ce que cela évoque pour vous? Le Congo, c'est mon pays de naissance, c'est mon pays d'origine. Donc, je viens du Congo. Mon père est congolais, était, je mon père. Ma mère, moitié zaïroise, donc 50-50. Moi, je dis toujours zaïroise, hein, je suis encore passée à la RDC. Malheureusement, j'ai gardé le souvenir du Zaïre. Donc, ben, le Congo, c'est mon pays. Le Congo, c'est là où j'ai grandi. Hein, une partie de ma vie s'est passée au Congo. Ben, une autre partie ici en France. D'accord. Alors, quand nous avons fait des recherches pour vous accueillir, nous nous sommes rendus compte que votre père a vécu un événement qui continue à vous fasciner. Heureusement que ça vous a propulsé. C'est quoi cet événement? Oui, effectivement. Donc, moi, bah, je vais me présenter. Je suis, donc, comme vous avez dit, Méline Massamba Mantika. Je suis mère de deux enfants, mais mon père, c'était, hein, on va l'appeler, c'est ce qu'on dit souvent, Aristide Massamba Mantika, qui était, euh, euh, on va dire, diacre à l'église kibangiste. Il a été ministre de la Jeunesse et des Sports au moment de ma naissance, on va dire. Hein. Donc, il a été, juste là, il est le plus jeune des ministres, hein, parce qu'à 23 ans, il avait été ministre de la Jeunesse et des Sports. C'est lui aussi qui a écrit l'hymne de la jeunesse émergée du Congo, que l'on chante toujours aujourd'hui. Donc, il en est l'auteur. Il était aussi secrétaire académique à l'Institut de développement rural, donc l'UDR. Et c'est vrai que pendant les événements de décembre 90 de mémoire, hein, il avait été tué donc, chez nous pendant la guerre et le corps n'a jamais été retrouvé malheureusement. Donc, on ne sait pas où il repose. Et c'est un peu, on va dire, à cause de ça que j'ai voulu étudier le génocide. Parce que je n'arrivais pas à comprendre comment un Congolais peut se déplacer et aller tuer un autre Congolais chez lui alors qu'il ne lui a rien fait. Je voulais aussi comprendre comment le cerveau humain peut être, on va dire, pouvait changer du jour au lendemain pour que celui qui était son voisin, celui qui était son père, celui qui était sa mère, sa tante ou autre chose, puisse finalement du jour au lendemain changer et aller tuer un parent, aller tuer un être, un humain, juste parce qu'il n'était pas de la même tribu, de la même ethnie. Donc, je voulais vraiment essayer de comprendre ça parce que je n'arrivais pas à comprendre pourquoi mon père était mort et pourquoi ceux qui s'étaient déplacés jusque dans mon quartier pour aller ôter la vie de plusieurs personnes, comment ces gens ont pu, à un moment donné, dans leur cerveau, changer complètement. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, je voulais vraiment comprendre ce qui se passe dans le cerveau humain quand on change du jour au lendemain. Aller tuer ses enfants parce que leur mère est simplement d'une autre ethnie. Je voulais comprendre ce qui se passe, ce qui pouvait se passer dans la tête d'un père, parce que ça s'est passé au Rwanda. Un père qui prend ses enfants pour les plonger attachés à des blocs de pierre, les attacher et les mettre dans une rivière afin de périr parce que la maman était petite. Donc, je voulais essayer de comprendre ce qui se passe dans le cerveau d'un être humain. Voilà. Et ça a donné, ça a pris du temps. Ça a pris vraiment du temps parce que c'était peut-être une façon pour moi de faire mon deuil. Parce que je pense que le deuil, je ne l'ai pas encore fait puisque, voilà, il n'y a rien eu, quoi. Il n'y a rien eu. On n'est pas reconnu comme des victimes. Donc, le deuil, il est difficile de le faire. Donc, on n'est pas reconnu tant que notre statut de victime n'est pas reconnu. Donc, ça a donné quand même cette réflexion-là. Et c'est là où j'en suis arrivée aujourd'hui à mon premier livre, qui ne sera pas le dernier, j'espère. Alors, Méline René Massamba, vous avez produit
je dirais, une sorte, un livre qui fait référence maintenant au niveau des universités françaises et qui est peut-être peu étudié dans votre pays d'origine, qui s'appelle le génocide selon Nuremberg, l'ex-Yougoslavie et le Rwanda. C'est-à-dire que vous avez un livre, une bracelet fondamentale. Vous donnez la définition, vous déduisez la définition du génocide ou des définitions du génocide. Et je crois que c'est de ça que je voulais que tout cela. Je voulais qu'on puisse parler de ce livre-là, que vous puissiez nous instruire, vous le docteur, sur ce que c'est que le génocide, de manière générale, mais aussi de manière appliquée dans le cas du Congo. Hein. Voilà, comment, qu'est-ce que c'est quoi? Alors, c'est vrai que au moment où j'ai commencé l'étude de enfin, on va dire de ce thème, parce que je voulais savoir ce que c'était que le génocide. Donc, ça a été une réflexion du concept de génocide à la base, comprendre l'évolution de ce thème. Qu'est-ce que c'est que le génocide à côté des autres crimes? Parce que j'ai une formation de droit international public, j'ai fait donc du droit public, après du droit international public, et donc je voulais comprendre ce que c'était, parce que j'étais plus dans les conflits armés. Et donc, ça a donné ça. Je suis arrêtée au génocide rwandais. Je pense que j'ai voulu fuir ce qu'aujourd'hui on qualifie le génocide congolais. Je pense que dans mon intention, j'ai voulu ne pas aborder ce sujet-là. Parce que j'aurais pu aller plus loin, essayer de comprendre si ce qui s'est passé au Congo en général, dans des cas spécifiques, est-ce qu'on pouvait appeler ça génocide, crime de guerre, crime contre l'humanité? Mais je pense que mon intention a refusé de voir plus loin. Donc, je me suis arrêtée au génocide rwandais parce que, à la base, c'était étudier la jurisprudence, l'évolution de cette jurisprudence-là, qu'aujourd'hui, qu'on peut appliquer au Congo. On pourrait aussi appliquer en RDC, parce qu'il y a déjà un précédent. Donc, pour moi, c'était d'abord analyser la jurisprudence des tribunaux qui étaient en place pour pouvoir peut-être plus tard pousser la réflexion un peu plus loin. Parce que lorsqu'on a une jurisprudence, on est beaucoup plus armé. Lorsqu'on a un précédent, on est beaucoup plus armé pour voir ce qui s'est passé dans d'autres pays, si on peut les qualifier de génocide ou pas, ou d'autres crimes. Parce que le crime contre l'humanité, c'est, on va dire, la petite sœur, c'est le petit frère du crime de génocide, à quelques différences près. Donc, si on considère ce qui s'est passé au Congo comme étant un crime de génocide, c'est peut-être ça. Mais encore, il faudrait voir ce que c'est que les génocides. À quel moment allons-nous dire que ce qui s'est passé à tel endroit peut être qualifié de crime de génocide ou ce qui s'est passé à un autre endroit de crime contre l'humanité. Et c'est là où interviennent les éléments d'identification de ce crime-là. Alors, mais justement, quand nous avons commencé à aborder cette question, beaucoup de ceux qui vous écoutent maintenant, qui vous regardent, se sont inquiétés parce qu'on n'abordait pas la question du droit. Et vous êtes là, vous êtes la personne la mieux placée pour pouvoir nous donner la définition de ce crime exceptionnel. C'est cela quand même qu'on dit, ce crime exceptionnel qu'est le génocide. Qu'est-ce que le génocide? Oui, effectivement, le génocide, c'est un crime exceptionnel. C'est un crime qui a, à côté des autres crimes, qui a quelque chose de particulier. Et c'est ce petit quelque chose, on va dire petit, mais qui finalement peut faire la différence par rapport aux autres crimes. Parce que si on prend le crime de guerre, c'est un crime contre les civils, c'est un crime qui se passe pendant la guerre. Si on prend le crime contre l'humanité, il est différent du crime de génocide à quelques
différences, mais vraiment, on peut dire même minime, parce que certains considèrent même que la différence entre les deux crimes ne devrait pas exister. Mais il y a quand même une différence qui est dans l'intention génocidaire. C'est ça la spécificité. Il y a l'intention génocidaire de détruire un groupe ciblé. Alors que pour les autres crimes de guerre, c'est un crime contre les civils, tous les civils confondus, pendant la guerre. Le crime contre l'humanité, c'est, on va dire, des crimes qui se passent, ça peut être des crimes politiques, d'autres, mais qui peuvent se passer en temps de guerre comme en temps de paix. Alors que le crime de génocide a une particularité, c'est qu'on va cibler un groupe, une personne d'un groupe. On va essayer d'éliminer un groupe ethnique. C'est ça la différence. Donc, ce qui fait qu'il y a l'intention de celui qui va commettre ce crime d'aller détruire, massacrer, anéantir, pratiquement faire oublier tout un groupe ethnique ou une partie du groupe. Et c'est ça, et c'est ce qu'il faut mettre en avant. Donc la différence entre ces crimes-là, c'est ça. Le crime de génocide, c'est vraiment cibler un groupe ou une partie d'un groupe. Alors, si on prend cette définition, ces éléments d'identification, et qu'on les applique à ce qui s'est passé au Congo, il faudrait voir l'intention de ceux qui ont voulu que ça arrive, ont voulu que ces massacres arrivent. Quelles étaient leurs intentions? Est-ce que c'était de détruire un groupe ou une partie d'un groupe, les faire disparaître? Donc ça peut être, allez, on peut dire des crimes de masse, mais c'est vrai que si on veut détruire un groupe, le mieux pour ceux qui sont à l'origine de cela, c'est anéantir tout le groupe. Parce que s'ils continuent à exister, ils vont se multiplier, ils vont encore exister. Docteur Massamba, vous savez bien, et vous êtes connaisseuse de la situation du Congo, même si inconsciemment, vous fouillez cette approche. J'ai pas bien compris. J'ai dit, vous êtes connaisseuse de la situation du Congo. Et même si inconsciemment, vous ne voulez pas affronter cette situation du Congo, vous savez qu'il y a eu un monsieur qui s'appelle JDO, je crois que c'est ça, Jean-Dominique Okemba, qui a dit « Nous avons tué dans le pool et le ciel ne nous est pas tombé sur la tête. » Oui, docteur, vous voyez bien que dans le cas du Congo, lorsque l'on dit nous avons bombardé dans le pool et le ciel ne nous est pas tombé sur la tête. Et di biti ta le nord va morado ko lo de mala ko va mwaka. Ado pere. Abia ngani ndenge ya abitele do otumba bio pele ya le pour le peu venir ma avoir bon vous ça va bitele si ojo buru saba. Ale yo jo bate. Oh là là. Morado pe. Même de bisita moi no va venir ma kakaka ma be langalika mo vinelande moredi asi pour a quoi le peut be. On ne dit pas qu'on a bombardé dans le Niari, on a bombardé dans tout le Congo, mais c'est dans le pôle. C'est quand même un ciblage qui est identifiable. Il y a une partie de la population du Congo que l'on a ciblée. Est-ce que cela vous parle? Est-ce que cela permet d'affiner? Oui, effectivement, cela me parle. On pourrait qualifier cela d'acte génocidaire parce qu'on cible une partie ou une population. Mais une population, parce que la subtilité, c'est maintenant de dire
c'est on a ciblé un groupe ethnique, donc les gens du Poul. Maintenant, c'est sûr qu'il y a des actions qui ont été faites. Il faut maintenant mettre tout cela, comme je dis souvent, sous le nez du juge. Il faut qu'il y ait des dossiers bien constitués parce qu'il ne faudrait pas qu'on arrive au tribunal, n'importe lequel, hein, un tribunal ad hoc, je ne sais pas, voilà, un tribunal, et qu'on puisse requalifier ce fait-là parce qu'il manque cet élément-là. Il faut arriver à prouver cet élément. C'est vrai qu'il y a des bombardements, même dans d'autres pays où il y a eu effectivement des cas qui ont été considérés comme étant des crimes de génocide, mais à côté de cela, il y a d'autres cas qui n'ont pas été considérés comme étant des crimes de génocide parce qu'il manquait cet élément-là. Oui, mais docteur, chers collègues, vous voyez bien que, et surtout maintenant, il y a des possibilités de retrouver des corps qui ont été calcinés, des corps qui ont été à la hâte mis sous terre. Maintenant, vous savez que 25 ans après, 25 ans, je dis bien 25 ans après, il y a encore des personnes du Poul, particulièrement les Laris, qui vivent dans la forêt. 25 ans, c'est pas si vous voyez, 25 ans, c'est quand même pas un an, c'est pas à la limite. Et en plus, qui continue à être surveillé par l'armée, et l'armée qui est nourrie par le gouvernement. Je ne vois pas comment on peut qualifier autrement. Ça, effectivement, c'est pas normal qu'il y ait encore plus de 20 ans après, qu'il y ait encore des réfugiés. Et finalement, lorsqu'on voit ce qui se passe, ce sont les autres qui nous viennent en aide et pas nous-mêmes. Oui. Donc, c'est vrai que lorsque tu me l'as dit, je me suis dit, mais mince, ça existe encore. Parce que la fuite en avant, c'est bien beau. Mais à un moment donné, tous, on est face à nos responsabilités. Tout à fait. En tant que Congolais, on est tous face à nos responsabilités. Moi, je dis souvent que oui, j'ai mis le Congo dans un tiroir. Parce que le Congo m'a pris mon père. Et donc, j'ai voulu mettre le Congo dans un tiroir parce que penser au Congo, c'est penser à tous ces bons moments que j'avais passés dans mon pays d'origine, avec mon père, avec ma famille, avec mes frères. Donc, pour ne pas souffrir, j'ai mis ça dans un petit coin. Mais c'est une fuite. Oui, tout à fait. C'est une fuite. En tant que, comme tu dis, docteur en droit, avocate, qui pourrait faire quelque chose, d'une manière ou d'une autre. Hein. Je ne vais pas prendre quelque chose et puis peut-être partir pour me battre ou pour faire quoi que ce soit. Non, pas du tout. Mais je pense que chacun de nous, à son niveau, peut faire quelque chose. Entendre qu'il y a encore des femmes, des réfugiés, qu'il y a encore des viols, qu'il y a encore tout cela qui se passe, alors qu'aujourd'hui, chacun vit sa vie tranquillement. On fête les anniversaires, on fête les mariages de nos enfants, on s'achète des très belles maisons, on exerce un pouvoir politique quelconque. Mais à côté de cela, il y a nos frères, nos mères, nos enfants, nos petits-enfants qui sont encore dans la forêt, qui sont encore en train de souffrir. Tumanisi. Ingi militako. Vraiment qu'il n'était que tutakwe monetiare ni mpashi tutamona. Mpashi za shingi tutamona. Mpashi tutamona tukotele masangi. Tudukiri masangi moma tukotele kabata tu satreteko. Bimbevu ba bingi. Bala kufua batata kufua banguri kufua. Kabata tu banji lako. Mboka beto bantu botu lendi vukile. Weka kubantu kwe gondi kwa kugonda buna. E yivyole batatusa. Bilongo kani batatu buke. Lambo kabotu lendi vukile kunsia le poule. Anche diambu kwa tayirika kunsia le poule. Majimi matuta kwenda te malembo kusatrete. Eka bala bana batubuta baba ba wasa babobo balendi ba. Vraiment tu banji le nom pashiza shiki twena zokule poule kuku. Nimyo kwa mibele na. Nzele batako se viole ni bana. Batakwese viole. Bobo batakwiza kwani beta batakwese viole. Boko abashima matabuka takwiza kwa kulenda wakala kunikutambula kwale nitambula. Viki sengo kike nandi bunguta kitakutangatu kugondela. Nikutambula kwale nitambula. Alors que nous sommes passés à autre chose. Ils sont encore en train Ça fait mal. Ils sont encore en train d'être violés. Au moment où nous sommes en train de faire notre émission, de parler des femmes qui portent des enfants
parce qu'on les oblige, sous l'arme, en fait, et sous l'arme, sous le fait de l'arme, pardonnez-moi l'expression, mais d'avoir des relations avec un homme, des relations qu'ils n'ont pas voulu. Et des enfants qui sont nés et qui n'auront jamais de père, qui ne sont pas reconnus, qui n'auront jamais une vie normale. On est quand même là en train, et on ne le fait pas dans le nord, on ne le fait pas dans le sud, on ne le fait pas dans l'ouest, ainsi de suite. On les fait particulièrement dans des zones bien déterminées où habite une population bien précise. Je veux dire, ne jouons pas avec les mots, allons-y directement. Qu'est-ce que ça signifie pour vous, docteur? Indirectement, c'est une population qui est visée. C'est un groupe ethnique qui est visé. Maintenant, il ne faut pas que ces actes restent impunis. Parce qu'on a beau parler, moi j'entends souvent, oui, il y a le génocide par-ci, il y a le génocide là-bas, mais il faut qu'il y ait des gens capables. Moi je sais qu'il y en a au Congo, qu'ils soient au Congo ou qu'ils soient dans d'autres pays, il y a des gens capables, il y a des avocats capables, il y a des meneurs capables pour pouvoir faire quelque chose. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a la foule qui est là. Moi, je suis peureuse. Je suis une trouillarde. Je l'avoue. J'ai voulu peut-être me cacher. Mais je pense qu'on peut être trouillarde, on peut être heureuse, on peut être courageux. Mais je pense que chacun de nous, à son niveau, avec ses connaissances, avec ses talents, peut faire quelque chose aussi. Moi, peut-être qu'en tant qu'avocate, je n'aurais peut-être pas le courage d'aller plaider ce genre de dossier. Je n'aurais peut-être pas le courage de faire partie de ces avocats-là qui iront défendre toutes ces personnes, toutes ces victimes, parce que nous sommes des victimes. Mais je n'aurais peut-être pas la hargne, je n'aurais peut-être pas le courage de faire partie de ce groupe de personnes qui rentrent. J'aurais peut-être le courage un jour, peut-être que je l'ai maintenant, j'en sais rien. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ne nous voilons pas la face, nous sommes tous des Congolais. Aimons-nous, aidons-nous maintenant que nous sommes vivants. Chacun à son niveau. Moi, ça serait peut-être par les écrits. Comme je dis, je n'aurais peut-être pas le courage de faire partie en tant qu'avocate de ce groupe d'avocats qui vont porter ces victimes, ces personnes qui ont été massacrées auprès des tribunaux, mais peut-être que par mes écrits, peut-être que par mes interventions, je pourrais faire quelque chose, je pourrais faire avancer. Parce qu'on ne va pas tous faire comme X. On n'est pas X. Chacun a ses compétences, chacun a ses talents. Voilà. Et donc aujourd'hui, je me dis, oui, tu t'es terré, tu t'es enfermé dans ta bulle, mais peut-être que par les écrits, tu peux faire quelque chose, faire avancer le système, faire avancer ces procédures, faire avancer, parce que moi aussi, j'ai envie que ma qualité de victime soit reconnue. Mon deuil n'est pas fait. Il m'arrive des fois de me dire peut-être que mon père a perdu la mémoire, qu'il est quelque part. Parce que je n'ai pas vu le corps. Je n'ai pas un endroit où je peux aller me recueillir. Je n'ai rien. Je n'ai que ces suppositions comme quoi il aurait été tué chez nous, il aurait été mis dans une fosse commune. Je n'ai que ça. Mais peut-être que le fait qu'il y ait des gens qui vont porter ce fardeau, qui vont porter cette douleur que nous avons, qui vont porter ces larmes auprès des tribunaux afin que justice soit faite, peut-être que là, je pourrais faire mon deuil. Peut-être que là aussi, par mes écrits, je pourrais me dire, oui, j'ai participé. Peut-être qu'aujourd'hui, par cette émission, parce que j'étais fouille pendant longtemps, tu me l'as proposé, j'ai fouillé. Mais aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi je suis là. Mais peut-être que par cette émission-là, j'aurais posé ne fût-ce qu'un grain de sable au milieu de toutes ces victimes, au milieu de cette procédure-là. Voilà, c'est le début, disons, c'est la fin d'Afrique, et c'est le début de ta prise de responsabilité. Parce qu'il faut connaître que, quand on a lu votre livre, on le lit avec beaucoup de délices, mais aussi, on est vraiment enseigné. On sait bien, et vous savez aussi que les équipes, même qui travaillent au niveau des tribunaux ad hoc, ainsi de suite,
c'est des équipes, chacun fait son travail. Il y a des enquêteurs, il y a un documentaire qui est en train de se mettre en place pour justement faire ressortir des faits de droit, des faits juridiques. Et je me rappelle être allé à Genève, aux Nations Unies. Et aux Nations Unies, on avait demandé au Congo de pouvoir permettre que une équipe internationale aille faire l'enquête sur ce problème dans la région où habite cette population déterminée. Mais vous connaissez la réponse, chers confrères. La réponse a été non. Mais vraiment, non. C'est-à-dire que c'est coché clair et net. Donc, on est quand même, on dépasse les suppositions. Le non qui a été posé par le Congo est un acte à la fois politique, mais c'est aussi un acte juridique fondamental. Donc, j'ai envie de dire, bienvenue, bienvenue au grand jour, bienvenue au combat. Avec une intelligence aussi brillante que la vôtre, on a besoin maintenant de voir quoi faire, comment structurer ce combat, comment établir des dossiers solides et qu'est-ce que l'on peut demander au droit international de se prononcer par rapport au Congo. Et vous qui êtes avocat, une avocate reconnue en France, hein, qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce que vous dites à la population, à cette population qui est terrée depuis 25 ans? Honnêtement, je pense que pour moi, c'est, je dirais, impensable. Non, après avoir fait le droit des conflits armés, je pense que c'est quelque chose à laquelle j'aurais dû peut-être penser. Mais à mon avis, il faut que les gens se lèvent. C'est vrai que souvent, on attend des ONG, on attend des institutions qui viennent d'ailleurs pour faire quelque chose, alors que nous-mêmes, en tant que Congolais, on peut déjà faire avancer les choses. Je ne te dirai pas comment, peut-être que je n'en sais rien, mais je pense que là où la parole de Dieu nous dit, là où 2 et 3 sont rassemblés, Dieu est avec nous. Donc je me dis que si 1, 2, 3 personnes sont ensemble pour discuter de cette situation, quelque chose doit naître de ça. Mais pour cela, il faut que chacun de nous puisse avoir l'amour de l'autre, l'amour de l'être humain, avoir l'empathie de toutes ces personnes qui sont dans ces forêts, de toutes ces personnes qui subissent, parce que souvent on manque d'empathie. On se suffit à soi-même, on a son pain, on a son petit jus, on a son lit pour dormir, on a sa télé, ça s'arrête là. Mais si chacun de nous pouvait se dire, oui, j'aime mon pays, oui, je veux faire quelque chose, oui, je veux lancer une association, oui, je vais lancer une ONG, oui, je veux lancer quelque chose, mais j'ai besoin de X, de Y et de Z, parce que seul, je ne vais pas y arriver. Donc, je pense que si on est tous ensemble, tous les Congolais, quel que soit où on vient, du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, on est tous Congolais. Parce que ces femmes, ces enfants, ces hommes n'ont pas choisi d'être Congolais. Moi, je dis souvent à mes enfants, c'est moi qui vous ai invité à venir. Donc, je dois assumer mon rôle de mère. Là où vous étiez en train de parasiter, c'est moi et votre père qui avons décidé que vous veniez au monde. Donc, on doit assumer. Donc, en étant Congolais, il faut que vraiment, même s'il y a eu une fuite en avant, en arrière, ou je ne sais comment, si on est plusieurs à vouloir faire quelque chose, les situations de ces personnes-là peuvent changer. Mais pour cela, il faut qu'on soit tous unis. Je disais tout à l'heure, aimons-nous maintenant. Ce n'est pas lorsqu'on meurt que l'on va continuer à s'aimer, ça sera trop tard. Donc, aidons-nous maintenant, aidons ces femmes-là, de quelque manière que ce soit. Hein, comme je disais, il y a ceux qui ont l'argent, il y a ceux qui ont la connaissance, il y a ceux qui ont les réseaux, mais de plusieurs manières, faire en sorte qu'on puisse aider ces personnes-là. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on parle souvent de ces femmes qui, en RDC, qui sont victimes de viols, mais ce sont des choses qui existaient depuis longtemps. Mais dès l'instant où la parole a été dite, dès l'instant où
Les choses ont été dévoilées, presque toutes les communautés sont au courant. Même ceux qui ne sont pas de la RDC. Dans le monde entier, les gens sont au courant. Peut-être parce qu'il y a eu un silence pendant longtemps ou parce qu'on voulait se voiler la face. Donc, au Congo, on peut faire la même chose. Il faut qu'on parle, il faut qu'on crée, il faut qu'on discute, il faut qu'on se mette ensemble. Tout à fait. Méline, je me rappelle bien que il a fallu beaucoup de temps, beaucoup de, comment on dit, de chuchotements, beaucoup d'assurance à donner pour que tu puisses faire cette émission. Parce que c'est une émission qui va s'ouvrir au monde, à ce monde. Et peut-être qu'il y a aussi d'autres Congolais qui sont des Congolais aussi, surtout, qui sont dans l'ombre, qui se cachent, qui pensent que le pouvoir en face est trop dangereux pour protéger les siens, beaucoup de choses comme cela. Mais je sais qu'aujourd'hui, c'est un acte 1. On a débuté quelque chose, on va démarrer quelque chose ensemble, mais pas seulement entre nous, mais je crois avec chacun. Et j'aime beaucoup que tu aies dit qu'on soit du nord, du sud, de l'ouest ou de l'est, parce que lorsque on se promène en tant que Congolais, on dit qu'on est Congolais, le Congo n'a plus le même l'aura que ce pays avait dans le temps. On a le sentiment même qu'il n'y a pas beaucoup d'intellectuels, il n'y a pas des gens qui ont de l'argent, voilà. Mais chacun, avec sa fortune, intellectuelle ou autre, je crois que nous sommes appelés à travailler ensemble pour redorer le blason de ce pays. Et c'est important, cela. C'est important. Et c'est important aussi que tu puisses, en tant que femme, en tant que Congolaise, parler pour ces enfants qui sont nés et qui n'auront jamais de père. Vous savez, 25 ans, c'est beaucoup, 25 ans. Ce n'est pas un an, ce n'est pas 2 ans, c'est 25 ans. C'est vrai. Oui, je pense que souvent, comme je dis, on veut ignorer le malheur des autres. Et ces enfants, comme tu dis, qui ne verront jamais leur père, ces enfants qui vont peut-être rester qui ne seront peut-être jamais scolarisés comme les nôtres, ces enfants qui peut-être ne pourront pas aspirer à un avenir glorieux ou à quelque chose de potable, sont là. Ces enfants existent. En tant que mère, c'est sûr que ça me fait mal, parce que je sais que des fois, quand je vais au tribunal et que je plaide un dossier difficile, je sors de là en me disant, Seigneur, merci, parce que je me plains finalement, il y a pire que moi. Et ces enfants-là vivent des situations qui ne devraient pas vivre. Peut-être, oui, il faut qu'on soit les porteurs de cette parole à notre niveau, dans nos églises, dans nos lieux de travail aussi, hein, partout. Oui, peut-être qu'on devrait le faire. Il faut qu'il y ait des gens qui se lèvent, les premiers, et que les autres puissent les suivre. Alors, je ne sais pas si je suis cette personne. Je ne sais pas si j'ai cette aura. Je ne sais pas si je suis capable. Je ne sais pas de quoi je suis finalement capable. Mais je pense qu'en tant que chrétienne, l'Esprit de Dieu devrait me guider, si me donner les capacités, si aujourd'hui j'estime que je ne les ai pas, il peut me donner ces capacités-là pour porter peut-être aussi une partie de la voix de ces personnes-là. À mon niveau, ce que je peux faire, il y a des gens à côté de moi qui peuvent mieux le faire aussi, pourquoi pas en parler. Parce que il y a des moments, il y a des gens qui ont comment dirais-je, qui pensent à quelque chose, mais ils ne sont pas forcément ceux qui vont propulser. Il y a ceux qui réfléchissent. Ah, tiens, j'ai cette idée-là. Ils donnent l'idée, se mettent avec des personnes capables, sont autour des personnes, et ce sont ceux qui sont peut-être autour
d'elles qui vont propulser le mouvement. Donc, si aujourd'hui je ne me sens pas capable de pouvoir porter cette parole, je peux en parler, je peux poser des jalons et peut-être qu'il y aura quelqu'un auprès de moi qui sera mieux armé pour pouvoir porter cette parole-là, pour pouvoir aider ces enfants-là. Parce que tous, on n'a pas les mêmes capacités. On ne peut pas se dire que moi, je me suffis, je peux tout faire toute seule. Il faut toujours s'occuper, être entouré des bonnes personnes. Quand on est entouré de bonnes personnes, chacun a ses talents, chacun a son aura, chacun a sa manière de faire, sa manière de parler, son réseau. Et je pense que tous ensemble, on peut faire quelque chose. Alors, si par exemple aujourd'hui je vous disais qu'il y a une enquête souterraine qui a été menée pour avoir des images, avoir des entretiens, avoir des témoignages de survivants, est-ce que une telle enquête peut vous être soumise? Alors, si j'ai bien compris, tu disais, il y a des témoignages de survivants. Oui, des survivants. Il y a même des charniers qui ont été filmés, mais il a fallu le faire de manière clandestine. On ne peut pas dire qui a fait cela, qui l'a fait. Vous connaissez bien le caractère un peu... Oui, effectivement, il y a des témoignages, il y a des survivants, il y a ceux qui ne sont plus là également, hein, parce que ceux qui ne sont plus là, ils ont existé. S'ils ne sont plus là, c'est que quelque chose s'est passé. Alors, moi, ce que je dirais, c'est que je vais revenir sur mon livre. Je pense que les choses qui m'ont le plus marqué lorsque j'ai commencé à écrire, ou j'ai écrit, ou je continuais, ce sont les témoignages des survivants. Quand ils vous racontent ce qu'ils ont vécu, alors moi, je ne les ai pas eu en face, mais lorsque j'ai lisé les témoignages auprès des tribunaux, je pense que c'est ça qui m'a le plus marqué. J'en avais presque pas le sommeil. J'avais du mal à dormir. Et même hier, j'ai eu un coup de fil assez surprenant. Je me suis dit, mais Dominique, qu'est-ce qu'il me fait? Parce que j'ai eu une personne au téléphone qui m'a contacté, qui m'a dit, mais tu m'avais dit que tu écrivais un livre sur le génocide. J'ai au moins plus de 200 photos. Est-ce que ça t'intéresserait? Et j'y étais et est-ce qu'on peut en parler? Je dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? J'accepte de faire cette émission et la veille, quelqu'un m'appelle que je connais très bien. On en avait parlé il y a au moins 3 ans de cela, hein, même, avant même que, je crois, le livre ne soit édité. Et puis là, il me laisse un message, il me dit, j'en veux plus de ces photos, c'est trop dur, est-ce que tu peux les prendre? Et puis, s'il te plaît, on pourra en parler. J'ai dit oui, j'aurai le courage. À ce moment-là, je ferai le deuxième tome ou une réédition. Donc, c'est pour dire qu'il y a des témoignages. Il est difficile de remonter vers ceux qui les auteurs parfois, mais aussi ceux qui ont ordonné. Mais comme je disais, aujourd'hui, on a une jurisprudence qui est là, qui a statué, qui a condamné des personnes qui, en temps normal, ces personnes n'auraient pas dû être condamnées. Parce qu'à l'époque, il y a eu une évolution jurisprudentielle, il y a eu une évolution dans la responsabilité pénale individuelle qui a fait que à Nuremberg, ça n'avait pas existé. Avec le tribunal de l'ex-Yougoslavie, ça a commencé à s'amorcer. Avec le tribunal d'Arusha, ça s'est très bien passé. Il y a des gouvernants, des personnes, des hautes autorités qui ont été condamnées. Même si ces personnes n'avaient pas
participé directement, mais ils ont été condamnés parce qu'ils étaient au courant. Indirectement, ils étaient au courant. Il y a ceux qui ont même fait des listes de personnes à détruire au Rwanda. Donc, ce n'est pas parce que aujourd'hui, ceux qui ont commis ces massacres ne sont plus là, peut-être, mais il y a ceux qui les ont incités à les faire. Tout à fait. Il y a ceux qui étaient là au pouvoir, qui n'ont rien fait. Parce que c'est ça notre jurisprudence d'aujourd'hui. C'est de déterminer la responsabilité pénale de chaque individu. Que ce soit les exécutants, que ce soit les gouvernants, que ce soit les petits peuples, les milices, les machins. On a une jurisprudence qui est là, sur laquelle on peut se baser pour pouvoir déterminer les responsabilités de chaque personne. Nous avons en ex-Yougoslavie des ministres, des premiers ministres, des hauts fonctionnaires qui ont été condamnés, qui ont été reconnus responsables parce qu'ils étaient au courant, parce qu'ils n'ont rien fait. On a au Rwanda un préfet qui a été condamné parce qu'il savait, et lui-même dans son audition, il le dit au tribunal, il dit « je savais, j'étais au courant, je suis rentré chez moi en me disant qu'est-ce qui va se passer demain ?» C'est-à-dire qu'il n'a rien fait. Alors que les habitants sont venus le voir pour lui dire « aide-nous, sauve-nous ». Il était au courant, il n'a rien fait. Il a été condamné parce qu'il n'a rien fait. Il savait, mais il n'a pas protégé la population. Donc là aussi, on peut se dire, même si le petit peuple qui a commis ces actes, il n'y a plus personne, ils sont partis, je ne sais pas où, mais il y a ceux qui ont donné l'ordre, il y a ceux qui ont organisé. Parce que pour arriver à des crimes de masse, ça ne se fait pas comme ça. Il faut qu'il y ait un plan établi. Il faut qu'il y ait du financement. Il faut qu'il y ait des dirigeants, des personnes qui portent la parole, des personnes qui ont un pouvoir. Parce que si je reviens là-dessus parce que ce sont les cas que j'ai étudiés. Au Rwanda, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens parlaient dans les Andes. Ils incitaient les populations. Ça passait à la radio, à la télé, ainsi de suite. Donc, les gens étaient formatés pour aller détruire une ethnie. Mais ces gens-là, avant de pouvoir organiser ça, il y a eu une préparation. Il y a eu des discours. Mais pour aller faire un discours, pour que tu sois entendu, il faut que tu aies une autorité sur le petit peuple. Il faut que tu sois un haut fonctionnaire pour que les autres t'écoutent. Ceux qui étaient dans les camps je ne vais pas dire de concentration, les camps militaires qui étaient parqués. Mais il y avait des responsables de ces camps qui leur disaient « allez violer ces personnes, allez tuer ces personnes ». Donc ces responsables ont été reconnus coupables parce qu'ils avaient une autorité. Il y avait un lien de subordination entre eux et le petit peuple qui partait faire ces massacres. Donc oui, qu'on ne se trompe pas, il y a encore des choses à faire. C'est vrai, plus de 20 ans, sans rien, mais il y a encore des choses à faire. Parce que nous avons une jurisprudence qui est déjà établie, sur laquelle on peut se baser. Les choses vont encore évoluer dans la responsabilité pénale individuelle. Ce n'est que, moi je dirais, on est à mi-chemin. Il y a encore un parcours, mais on est dans la bonne voie. Docteur, il y a des personnes qui se réfugient derrière le maintien au pouvoir. Je pense que en restant président, en restant ministre à vie, en fait, ils échappent à cette mise en responsabilité pénale. Je crois qu'en fait, même quelqu'un qui a appliqué son exercice peut être pris. Donc, c'est ça la particularité de ce droit. Tu peux être président de la République et être condamné. Il n'y a pas possibilité de pouvoir d'avoir un peu, comme on dit, l'impunité que l'on organise dans les petits États, et puis, alors, est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors, la responsabilité pénale individuelle, les jalons ont déjà été posés. Milosevic, ministre,
Il a été reconnu coupable. Au Rwanda, le ministre par intérimaire a été reconnu coupable. Par intérimaire. Donc, la responsabilité des dirigeants politiques ou des chefs d'État, des ministres, de premiers ministres, c'est d'actualité. Nous avons des jurisprudences qui sont là. En ex-Yougoslavie, il y a des ministres qui ont été reconnus coupables. Au Rwanda, il y a le premier ministre par intérimaire qui a été reconnu coupable. Il y a un préfet qui a été reconnu coupable. Il y a la femme qui était dans le box des accusés. Elle était ministre de la famille et du progrès familial ou des femmes, voilà. Elle a été reconnue coupable. Donc, il y a encore de l'espoir. S'il y a des gens qui ont participé, qui n'ont rien fait, l'inaction, le fait de ne pas protéger son peuple, de ne pas protéger une partie, parce que ce n'est pas tout le peuple, c'est une partie de la population. Il y a cette responsabilité pénale des dirigeants qui a été posée. Elle n'était pas reconnue à Nuremberg, ça tatillonnait. Avec le procès de l'ex-Yougoslavie, ça a commencé à poser des jalons et on en est arrivé à ce que certaines personnes soient condamnées avec le tribunal de Rwanda. Alors, donc, il y a encore de l'espoir. La parole de Dieu nous dit qu'il y a encore de l'espoir pour les vivants. Il y a encore de l'espoir. Donc, on est vivant, il y a encore de l'espoir. Mais il y a aussi des personnes qui pensent que c'est un droit prescriptible, que c'est un crime prescriptible. Et j'ai pourtant le sentiment que, et même la réalité, que ces personnes se trompent. Est-ce qu'il y a une prescription de l'acte génocidaire? Alors, en matière de crimes de ce genre, alors je n'ai pas étudié le sujet, mais à mon avis, dans un contexte aussi ignoble, pas de prescription. C'est trop ignoble. C'est des crimes de masse. C'est des crimes contre l'humanité, c'est-à-dire on ne reconnaît pas à l'humain sa qualité d'humain. C'est là. Ce n'est pas comme si je partais, je renversais quelqu'un, la personne meurt. Non. On est dans des crimes de masse. On est dans des crimes où on veut faire disparaître tout un peuple. Allant jusqu'à parfois à faire avorter les femmes pour que cette ethnie puisse disparaître. Mal les nourrir afin qu'ils ne puissent pas se reproduire. Prendre les enfants, les emmener dans d'autres endroits pour que l'ethnie puisse disparaître. Ce ne sont pas des petits crimes. On n'est pas dans du vol armé, et puis j'ai pas voulu tirer, et puis la balle est partie. Non. On est dans le mépris de l'être humain. On est dans comment je vais dire ça, c'est-à-dire on enlève, ce que j'ai dit tout à l'heure, on enlève à l'être humain sa qualité d'être un être humain. L'indifférence totale, le mépris, c'est-à-dire tout y est. Alors oui, quelles que soient les années, il faut essayer. Quelles que soient les années, il faut essayer. Il n'y a que la justice. Je suis avocat. Nous portons la voix de nos clients en essayant de construire un dossier qui va tenir devant le tribunal. Le dernier mot, c'est le tribunal qui l'a. Mais nous faisons tout ce qu'il faut pour que notre dossier soit bétonné. Alors oui, ceux qui ont le courage de le faire, qu'ils le fassent. Faisons-le ensemble. J'ai dit tout à l'heure que j'étais une couillarde. Non, tu n'es pas une couillarde. Il y a aussi un phénomène qui est particulier quand même, c'est le fait que non seulement on attaque une tribu ou une partie de la population,
Mais maintenant, de plus en plus, on vend ces terres. Comment? On vend ces terres. C'est-à-dire que les terres du Poul, les terres de la ville, les terres du Niali, Ah, les terres, oui. sont vendues. Donc, il y a quelque chose de assez particulier. C'est quand même le fait que non seulement on en veut la vie, on enferme dans les forêts, ils ont une vie animale, mais même les terres qu'ils avaient, les terres héritées parfois des ancêtres, ces terres sont vendues. Donc, et les enfants ne vont pas à l'école. Donc, on est vraiment dans une caractérisation de le génocide qui est vécu malgré les injustices qu'on avance. Il faut dire qu'il n'y a pas eu génocide. Il y a là quelque chose de grave. C'est grave. Ben, c'est une manière de détruire aussi un peuple. Parce que les enfants qui ne vont pas à l'école, on dit toujours que les enfants. Alors, moi, j'ai mon pasteur qui dit souvent ces petits-enfants, c'est son bâton de vieillesse. Son bâton de vieillesse. Donc, les enfants, nos enfants, ce sont les futurs travailleurs de demain, ce sont les futurs dirigeants de demain. Mais si ces enfants-là n'ont pas d'éducation, c'est quoi l'avenir de demain? Pour les ethnies qui sont concernées, c'est quoi l'avenir de demain? Parce qu'une bonne partie de ces enfants-là, qui auraient dû être scolarisés, qui auraient dû être éduqués, qui auraient dû atteindre des hauts niveaux, on les empêche. C'est-à-dire on leur a coupé les pieds, les bras, tout. Donc on sera démunis. C'est une façon de détruire un peuple. C'est ce que je disais tout à l'heure. Le crime de génocide, c'est ça. C'est-à-dire détruire une ou toute l'ethnie. C'est-à-dire faire en sorte qu'ils disparaissent. Ne pas donner une éducation à ces enfants-là, c'est quel sera leur avenir? Quel sera l'avenir de l'ethnie? Faire en sorte que ces femmes qui sont dans les forêts ne puissent pas avoir des soins appropriés, ne puissent pas manger correctement, c'est une façon de détruire. Ça a été reconnu de toute façon par les juridictions internationales. C'est une façon de les détruire, c'est ce qu'ils appellent même, on arrive même au génocide culturel. C'est-à-dire détruire, quelle que soit la façon dont ils ont organisé leur génocide, on en arrive là, la destruction d'une partie ou de tout un peuple. Et quel que soit ce qu'ils font, ils vont violer les femmes, on détruit, la femme, elle est détruite. On va leur donner, les femmes qui ne sont pas bien alimentées, c'est reconnu, même l'alimentation. Le fait de prendre les enfants, de les emmener dans d'autres régions, c'est une façon de détruire l'ethnie. Donc, ne pas donner une scolarité adaptée à ces personnes, ne pas donner des soins à ces femmes, ne pas leur donner l'avenir qu'ils auraient mérité, qu'ils auraient pu avoir, c'est une façon de détruire une ethnie. On a coupé les arbres fruitiers. Oui, d'accord. Voilà, et on a même empoisonné les eaux. Et on est dans la situation comme, tu disais bien, des enfants qui ne vont pas à l'école, des femmes violées, un peu toute une partie de la population qui ne peut pas revenir au village depuis 25 ans. On est dans une globale en fait. On ne peut pas faire mieux. On en revient au même. Ce sont des arguments qu'il faut porter à la justice, tout ça. Ça rejoint tout ce que j'ai dit. C'est détruire ceux qui sont proches de ces eaux-là, de ces arbres. Parce que le poison qu'il y a dans ces eaux, dans ces arbres fruitiers-là, on ne connaît pas les conséquences que ça va avoir sur les femmes, sur les enfants. Tout à fait. Est-ce que ça va rendre ces femmes stériles, ces enfants stériles? On détruit la population, on détruit la progéniture, il n'y aura plus personne si ce poison a un effet
de rendre stérile tous ceux qui veulent voir, ben, on détruit une population future. C'est un génocide. Alors, maintenant la question, c'est au niveau procédural, une fois que les dossiers sont constitués, oui, va-t-on saisir la justice congolaise ou la justice internationale? Alors, j'aurais tendance à dire la justice congolaise, mais bon, c'est un peu se mettre le doigt dans le nez. Hein. Je partirai sur la justice internationale, parce que la justice internationale nous a prouvé qu'elle pouvait faire des bonnes choses, qu'elle pouvait aller aussi loin, aussi loin que possible. Donc moi, je dirais la justice internationale, parce qu'elle a fait ses preuves. On a des juridictions ad hoc, on a le tribunal international pénal de Sierra Leone. Je n'ai pas étudié tout ce qui s'est passé parce que je me disais que quand j'aurai le temps, je vais analyser peut-être ce qui s'est passé aussi. Il y a le tribunal international pénal du Liban aussi. Je n'ai pas analysé, donc je ne peux pas te dire exactement, mais voilà, on peut faire en sorte qu'il y ait des juridictions appropriées pour pouvoir étudier ce genre de dossier. Et puis, ben, on a parlé des tribunaux pénaux. Hein. Moi, quand je vois les jurisprudences qui ont été rendues, les décisions qui ont été rendues, je me dis qu'on peut faire confiance au tribunal, à la juridiction pénale internationale. Donc, ce genre de cas, il vaut mieux que ça soit des juridictions internationales qui puissent en approprier parce qu'au moins, on pensera à l'impartialité déjà, voilà. Et puis, on dira que ben, ce sont quand même aussi des personnes qui sont compétentes, qui ont été formées pour pouvoir étudier ce genre de dossier parce que ce sont des dossiers lourds. Ce ne sont pas les petits dossiers que nous allons plaider dans nos juridictions, ce sont des dossiers lourds. C'est des milliers de personnes quand même qui ont péri. C'est des milliers de victimes aussi. Donc, et aussi, c'est traumatisant. C'est traumatisant. Moi, je me rappelle quand je lisais les témoignages, comme j'ai dit, des victimes, mais j'avais mal au cœur, j'arrivais pas à dormir, je faisais des cauchemars de penser qu'il y a des gens qui ont pu subir ça. Donc, ce sont des procédures qui sont lourdes et je pense que pour pouvoir les prendre entre les mains, il faut avoir des reins solides. Que ça soit du côté des avocats ou que ça soit du côté des juridictions. Hein. Je pense qu'il faut avoir des reins solides pour pouvoir étudier ce genre de dossier. Sinon, on n'en dort pas. Sinon, on n'en dort pas et on en fait des cauchemars. Donc, pour moi, oui, la juridiction internationale. Et j'y crois. Je suis internationaliste, donc je ne peux que croire à mes juridictions, même si, bon, il y a toujours, il peut y avoir des failles. Mais voilà, j'y crois. Vous avez raison. Mais alors, le courant qu'il y a ad hoc quand on est en train de travailler beaucoup, négocier cela, pour qu'il y ait un tribunal ad hoc sur la RDC, sur l'Est, c'est passé à l'Est de la RDC. Est-ce qu'il faudrait en demander une extension en ce qui concerne l'examen des situations du Congo-Brazzaville? En ce qui concerne? C'est-à-dire que la RDC va peut-être être dotée d'un tribunal ad hoc pour examiner la situation de l'Est du Congo. Faudrait-il demander une extension ou se battre pour une extension pour que le cas du Congo soit également inclus dans la compétence en fait qui va être donnée circonscrite à ce tribunal? Un problème de territoire, un problème international, un problème politique, un problème économique. Ça englobe. Ce qui tue souvent ce genre de procédure où si ça n'aboutit pas, où il n'y a pas de poursuite, c'est souvent des intérêts économiques. C'est souvent des intérêts économiques. Là où la diplomatie reste endormie, là où la diplomatie reste en sommeil, reste en sous-marin, c'est qu'il y a quelque chose qui nous dépasse.
Il y a quelque chose qui nous dépasse. Aujourd'hui, on espère tous que ce problème trouvera solution, parce que c'est tout ce qu'on peut espérer pour nos frères et sœurs, nos mères qui sont là-bas, nos enfants, nos petits-enfants, enfin tous ceux qui sont là-bas. Mais il faut avoir des reins solides. Là où il y a l'économie, là où il y a les finances, c'est pas toujours évident, mais on y croit. Mais les reins solides, c'est déjà la volonté qu'on a de pouvoir travailler ensemble, de pouvoir mettre ensemble tous les moyens qu'il faut. Mais les gens ont commencé, hein. Moi, oui. Des fois, je vois chacun à son niveau. Il y a ceux qui passent sur Instagram, qui font à leur niveau ce qu'il faut. C'est pour ça que je disais, c'est chacun à son niveau. Ce n'est que comme ça qu'on peut réussir. On n'a pas besoin d'être grand chef, milliardaire, machin. Celui qui est milliardaire, il fera avec ce qu'il a. Celui qui a juste un téléphone, il fera avec ce qu'il a avec son téléphone pour que les choses changent. Tout à fait. Chacun à son niveau. Moi, je ne vais pas chercher à attendre peut-être que je sois milliardaire pour pouvoir faire ce que le milliardaire à côté est capable de faire, sinon je ne ferai jamais rien. Donc, c'est avec les moyens qu'on a qu'on peut faire évoluer les choses. Avant, on n'en parlait pas. Personne, on le savait, mais ça ne nous intéressait pas. On fermait les yeux. Mais dès l'instant où les choses ont commencé un peu à faire le tour du monde, oui, les gens ont commencé à en parler. Les gens ont eu le courage aussi d'en parler. Tout à fait. Oui. Donc, je pense que chacun à son niveau, on peut poser des jalons à son niveau, même si c'est à mon petit niveau avec juste mon portable, je ne sais pas, le plus basique. Oui, je peux faire la différence parce que j'en aurais parlé, parce que j'aurais posé quelque chose, parce que j'aurais dit à l'autre que voilà ce qui se passe dans mon pays, voilà ce qui se passe pour les femmes, voilà ce qui se passe dans les forêts. J'aurais fait quelque chose avec juste mon petit téléphone. Donc, chacun à son niveau, ne cherchant. Souvent, on attend d'avoir des grands moyens, des grandes choses pour commencer. Commençons avec ce qu'on a. Et après, les choses vont se rajouter. Donc, je pense que si les gens ont déjà commencé, je ne peux pas dire que les gens n'ont pas commencé. Non, les gens ont commencé, chacun à son niveau. Et je pense que c'est comme ça qu'on pourra atteindre. Et puis, il y a ceux qui viendront propulser peut-être le mouvement, hein, parce qu'ils auront les moyens de propulser le mouvement. Et puis, les choses vont s'arranger. Parce qu'il faut que ça s'arrange. Docteur, je crois que je n'ai pas eu le temps de te solliciter, de ressolliciter, de te téléphoner. Il m'a fallu du courage aujourd'hui, hein. Ne pousse pas trop le bouchon. Oui, en tout cas, Dieu a permis que maintenant tu sortes de l'ombre. Et c'est ce que je voulais vraiment. Parce que déjà, nous avons, pardon, aux mamans et aux femmes, et il y a peu de femmes intellectuelles au Congo. Il y a peu de femmes intellectuelles au Congo, peu de femmes intellectuelles au Congo qui se révèlent publiquement, qui sont connues internationalement. Et donc, je trouvais comme du gâchis de ne pas être connu par son propre peuple, mais pas de là. Parce que cette émission de Grand Côté est regardée dans le monde entier. Donc, aujourd'hui, tu ne peux plus refermer ta chambre et disparaître. Donc, tu nous appartiens, tu es notre fierté et tu es aussi aimé. Il faudrait tout le faire. Et je crois que tu as un autre projet d'écriture. Il y a un livre qui est en chantier, mais qui touche un autre domaine. Je n'ai pas compris la fin. Il y a un autre livre qui va suivre celui-ci, mais qui n'est pas du domaine directement du droit. Est-ce que tu peux en parler à un moment? Est-ce que je peux en parler de mon livre? Oui. C'est ça? Non, le deuxième, celui qu'il faut préparer. Oui, effectivement, le deuxième, j'espère que bientôt il verra le jour parce que ça fait un petit moment qu'il est dans l'ordinateur et qu'on en parle. Donc là, celui-là, il est à la relecture. Donc j'espère que d'ici là,
ben, ça sera fini, je ferai les corrections et je pourrai l'envoyer. Donc, c'est un ouvrage sur le leadership féminin donc, dans l'Église de base. Donc, de base, je pars de l'Église parce que je voulais étudier le leadership féminin dans le ministère, puisque souvent, les gens ont tendance à me dire que je n'ai pas le droit de prêcher, je n'ai pas le droit de prendre la parole devant les hommes parce que Paul aurait dit quelque chose. Alors moi, je suis, comme tu l'as dit tout à l'heure, théologienne, je prêche. Bientôt, peut-être que je serai ordonnée dès qu'on aura trouvé le temps, parce que ce sera le temps qui nous manque, mais au moins j'exerce déjà le ministère. Et donc, cette phrase m'a toujours énervée, parce que j'estime que dans le ministère, on ne peut pas mettre des barrages, parce que la parole doit aller jusqu'aux extrémités de la terre. C'est ce qu'elle nous dit. Donc, si déjà aujourd'hui, moi, en tant que femme, on me dit de ne pas prêcher alors que ma parole, ma prédication aurait peut-être touché une personne à travers le monde, je ne sais pas, au fin fond de je ne sais quel pays, je trouve ça dommage. Alors, donc, j'ai voulu étudier donc, le leadership féminin dans l'Église, ce que j'ai fait pour mon mémoire de bachelor. Et puis, une personne que je connais et avec qui je discute beaucoup, qui s'appelle Dominique Kunku, m'a un jour dit, mais ça serait bien que tu touches plus de monde avec ton livre, parce que là, il est, on va dire, un livre de théologie religieux. Donc, est-ce que ça ne serait pas bien d'approfondir, d'élargir un peu les horizons de ce livre pour voir un peu ce qui se passe avec les femmes d'aujourd'hui et certaines femmes de la Bible. Donc, j'analyse deux femmes de la Bible, deux grandes femmes de la Bible, deux reines de la Bible, et j'analyse aussi dans ce livre des reines qui ont existé, comment ces reines ont exercé le pouvoir. Est-ce que le pouvoir ou on va dire la direction, le leadership est dirigé de la même manière que aujourd'hui, dans le temps de ces deux femmes ou au temps de la Bible ou avec ces deux reines qui ont existé dans la Bible? Est-ce que les femmes d'aujourd'hui continuent à exercer le pouvoir de la même manière? Est-ce que ces femmes-là sont considérées de la même manière qu'elles étaient considérées dans la parole de Dieu? Alors, je vais donner juste un exemple. Quand on voit la reine Esther, dès qu'on la voit, on pense à quoi? On pense juste à sa beauté. Parce que lorsqu'elle a été ramenée dans le palais, parce qu'elle était jeune, vierge et belle, personne ne se souciait si elle était intelligente. Personne. Ça n'intéressait personne, même pas le roi lui-même. Donc, c'est d'abord la beauté qui est mise en avant, sa virginité, voilà, sa jeunesse. Mais après, cette femme, elle va prouver qu'elle en valait, qu'elle avait quelque chose en elle. Mais ça intervient après la beauté, ça intervient après la virginité, ça intervient après sa jeunesse. Et c'est dommage, parce qu'aujourd'hui aussi, la femme, quand on la regarde, on voit d'abord la beauté. Si elle est grosse, on ne veut pas d'elle. On veut qu'elle soit mince, elle veut qu'elle soit ceci, mais personne ne se soucie si elle est compétente. Personne ne se soucie si elle est intelligente. Personne ne se soucie si elle est capable d'exercer le pouvoir de la même manière qu'un homme, sans pour autant qu'elle ne porte le pantalon. Parce que, voilà, le but, c'est pas de porter le pantalon de l'homme. Le but, c'est simplement de mettre en avant toutes les compétences que Dieu nous a données en tant que femmes. Et donc, j'en arrive à ces femmes d'aujourd'hui qui exercent le pouvoir. J'ai appris tellement de choses de ces femmes aujourd'hui qui sont dans le business, ces femmes qui sont riches, mais qui travaillent avec des hommes, qui dirigent des hommes, ces femmes capables. Et aussi, alors, ma découverte a été les reines d'Afrique. Lorsque tu m'as dit, essaye un peu de voir avec les reines d'Afrique, parce que je n'y avais pas pensé. Et quand tu m'as dit, mais tu parles des reines européennes, mais tu ne parles pas des reines. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est une faille. Mais là, par contre, ça a été une découverte, une pépite. Je ne savais pas qu'en Afrique, il y avait eu des femmes talentueuses. Qu'elles aient été religieuses, ou voilà, qu'elles aient
elles aient eu un autre Dieu que le nôtre, mais j'ai découvert vraiment des pépites, des vaillantes, des compétentes, des femmes qui ont tenu la tête. Et vraiment, ça a été une découverte. Et donc, à un moment donné, on parlera de ce livre. J'espère qu'il verra le jour. J'espère très bientôt. Parce que tout au long de cette étude, vraiment, j'ai découvert des bonnes choses. Voilà. Donc, le second, ça sera sur, entre guillemets, religion et société. Voilà. Et l'économie aussi, puisqu'on parlera des femmes d'affaires. On parlera de toutes ces femmes qui ont aussi propulsé leur homme, hein, comme, comment on l'appelle, la femme Michelle Obama. On parlera de ces femmes-là aussi, hein, qui à leur niveau, elles ont accompli quelque chose, même si c'est pas, je sais pas, de toute façon, pour moi, c'est extraordinaire quand une femme fait quelque chose. Donc, voilà. Donc, on va souhaiter la bienvenue à ce livre. Donc, il est pas loin. Comment? On va Hein? souhaiter la bienvenue à ce livre. On va Oui. souhaiter la bienvenue à ce livre, en tout cas, et nous saluons et remercions son auteur. Son auteur qui est Méline Massamba. Nous arrivons à la fin de notre émission. Mama. Matondo. Maintenant que tu as parlé en tant qu'avocat, tu as parlé en tant que femme politique, tu as parlé également en tant que cette femme qui a perdu son père très tôt. Est-ce que je peux te demander une faveur? Est-ce que? Je peux te demander une faveur. Oui. Alors, ce serait de nous chanter juste un couplet des livres qui a été écrit par votre père, par ton père. L'hymne. Jeunesse, énergie du Congo, comme une balle sortie du canon, marche droit au son de cette chanson contre l'impérialisme international. Ah, ben bon. Maintenant, à toi revient le mot de la fin. Alors, en conclusion, bon, déjà, merci, hein, parce que je pense qu'au début, je ne l'ai pas dit. Merci de m'avoir invité. Et vraiment, c'était un plaisir. J'espère que je n'ai pas outrepassé certaines choses. Non, non, non. Le mot de la fin, c'est que, alors, moi, par rapport déjà au sujet dont nous avons parlé, le génocide, je vais lire juste un petit extrait de la fin de mon ouvrage, parce que je pense que c'est là où j'étudie. C'est là où j'étudie. Et alors, je le lis. Il ne suffit pas de mettre un terme aux conflits armés, de réparer l'édifice détruit, d'organiser le retour des réfugiés, d'organiser les élections soi-disant démocratiques. Il ne suffit pas de rétablir l'ordre dans les rues, il faut rétablir l'ordre dans les esprits. Toute vie humaine est sacrée. Elle doit être respectée et protégée. Telle est ma prière. Car la vie de M. Aristide Massamba Mansuka, donc mon père, ne sera jamais remplacée parce que non protégée ni par son État, ni par la communauté internationale. Ce alors que la Bible nous dit qu'une seule femme, Esther, a pu éviter le génocide des Juifs. Donc la parole de Dieu dans le livre d'Esther nous précise, quand on lit ce livre, c'est une femme qui a déjoué, avec l'aide de son oncle bien sûr, mais c'est elle qui a pris tout sur elle, parce qu'elle aurait pu être répudiée aussi par le roi, mais elle a pris sur elle, et grâce à elle, le génocide a été évité. Une femme.
Mais personne n'a su protéger les Congolais. Personne n'a su protéger mon père. Aujourd'hui, nous sommes tous des victimes et j'espère que la parole des victimes sera entendue. Parce que souvent, mes clients me disent, quand ils sont victimes, mais pourquoi le prévenu, il a plus de droits que nous, les victimes? Parce que c'est vrai que des fois, au tribunal, on a l'impression que celui qui commet une infraction a plus de droits que la victime. Aujourd'hui, nous qui sommes des victimes parce qu'on a tué nos parents, parce que nos parents sont décédés, massacrés de quelque manière que ce soit, on est là, on attend depuis plus de 20 ans que quelque chose se passe. Mais il y a un silence. Il y a un silence morbide. C'est-à-dire on a déjà perdu un être cher, mais en plus de ça, personne ne se préoccupe de notre sort. À côté de ça, on est ignoré, mais vraiment méprisé. Parce qu'on a l'impression que ces personnes n'ont jamais existé. Moi, je dis aujourd'hui, j'existe. Mes enfants existent. Mes petits-enfants, parce qu'aujourd'hui, il y a des arrière-petits-enfants de ce monsieur, Massamba en tout cas. Mais il y a d'autres personnes aussi. Ils ont existé, alors que leur mémoire reste intacte. Que la justice puisse se faire. Et pour les femmes, c'est Esther qui a pu éviter le génocide. Donc, femme, lève-toi, tu es capable. Si aujourd'hui les hommes ne peuvent pas nous protéger, femmes, levons-nous pour protéger nos familles. Ce n'est pas pour porter le pantalon de l'homme, prendre la place de l'homme, mais les compétences que Dieu t'a données. Parce que tu es une femme, il est dit que tu es une aide semblable. Donc tu as les mêmes capacités. Donc tu peux faire même autant qu'un homme. Donc lève-toi et fais ce que l'autre ne peut pas faire. C'est le mot de la fin que j'avais et merci de m'avoir reçu. En tout cas, merci. Nous rendons aussi hommage à Ados Massamba, qui est un chanteur congolais, qui a cité le nom de votre père dans une de ses chansons. C'est pour dire que merci. Merci beaucoup. C'est bon comme ça? Je peux aller? Je reprends? Merci pour cette conclusion qui est une invitation importante et qui vaut pour le Congo particulièrement, mais pas de là le Congo, qui vaut aussi pour l'humanité entière. Je voudrais, avant de clôturer ce grand procès, rendre hommage aussi à Ados Massamba, qui est un natif congolais, qui a cité le nom de votre père dans une de ses chansons. Et en tout cas, nous t'accueillerons encore, peut-être dans des débats, parce que tu es d'une intelligence très, très étincelante et continue à être parmi nous. Ne t'enferme plus dans ce silence, parce que tu dis toi-même qu'il y a des compétences qui se perdent et nous ne voulons pas que la tienne soit perdue. Maintenant, quand tu as révélé au grand monde, à ton public, et ce public a besoin de toi, ce peuple a besoin de toi, et pas de là le Congo. Pour le Congo, je veux que le Congo te connaisse, mais pas de là le Congo, que l'Afrique te connaisse. Tu as ta place, surtout dans cette période qui est incroyable, qui est incroyable pour le Congo. Il faut que tu prennes, pas non pour l'Afrique, il faut que tu prennes ta place, mais pas de là l'Afrique. Mon souhait a toujours été, et tu le sais, que le monde te connaisse. En tout cas, que Dieu te bénisse et merci d'avoir été notre invité. Merci beaucoup. Merci encore en tout cas. Voilà. Merci beaucoup. Le grand procès d'aujourd'hui est un grand procès exceptionnel. Une grande dame que nous avons accueillie et que vous connaîtrez désormais. Et nous vous disons que le grand procès est toujours pour vous et nous vous recevrons et vous nous recevrez dans ce foyer d'échange, foyer intellectuel. Nous vous nous recevez le dimanche prochain. Nous aborderons un sujet
C'est très important et nous en dévoilons pas plus. Merci au docteur Massamba et merci à notre télévision. Merci beaucoup. Voilà. Ah, très bien.